Michel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des filles adolescentes. Elles sont nées avec les réseaux sociaux et les vidéos. Elles basculent de plus en plus tôt dans une adolescence sur le fil, dès 11 ans parfois. Quelles sont les spécificités de cette adolescence par rapport aux garçons? Comment les écouter, les comprendre, imposer des règles aussi en tant que parents? Les voisins et les voisines, si vous êtes parents, éducateurs, grands frères, grandes sœurs, c'est le moment de poser toutes vos questions à nos invités si les adolescentes de votre entourage vous inquiètent. Notre numéro, c'est le compte WhatsApp que vous connaissez, 33 7 64 45 51 41. N'attendez surtout pas la fin de l'émission pour nous appeler. Dans le studio de RFI, Béatrice Copper-Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialiste de l'enfant et de l'adolescent et vous publiez avec Marie Guillot, journaliste, Adolescente sur le fil, comprendre et protéger vos filles face aux dangers d'un monde qui bouge. Marie Guillot sera au téléphone avec nous tout à l'heure. Elle est aussi maman de filles adolescentes. Et puis en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Comment restaurer la confiance en soi chez les adolescents? Allez, appelez-nous, on parle des filles adolescentes, 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages que vous pouvez bien sûr commenter, Béatrice Copper-Royer. Moustapha est à Dakar, 2 fils, une fille de 15 ans en seconde. Et il nous dit ici, les femmes parlent avec les filles, mais à cause des réseaux sociaux, les pères doivent aussi leur parler. Si tu ne parles pas avec ton enfant, tu peux le perdre. Moi, je peux parler de tout avec ma fille. Je ne sais pas si les papas doivent avoir autant de certitude sur tous les sujets qu'ils peuvent aborder aujourd'hui avec leurs filles, parce que ça devient compliqué. Non ? Ça devient compliqué, mais c'est quand même très intéressant d'entendre ce père se dire qu'il a des choses à dire à sa fille et qu'elle a des choses à lui dire, parce que je crois que effectivement les réseaux sociaux laissent croire aux parents qu'ils n'ont plus rien à apprendre à leurs enfants, et c'est dommage. Donc c'est une bonne nouvelle, et je pense qu'il a raison de penser que les réseaux sociaux ne doivent pas être le seul vecteur d'information des adolescents. Ouais, c'est aussi les adolescents qui disent à leurs parents « laisse-moi sur Internet, c'est là que tout se passe et tu n'as plus rien à m'apprendre aussi ». Oui, exactement. Mais justement, je pense que l'information qu'ils ont sur les réseaux sociaux est quand même parfois très clivante et assez schématique, et qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion par derrière. Donc c'est bien qu'en tant qu'adultes, les parents mettre un peu de réflexion. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mariam est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les parents doivent être ouverts, disponibles, échanger sur tous les sujets pour que les réseaux sociaux ne s'en chargent pas. Et puis écoutez aussi le point de vue de Khadija au Sénégal, à peine sortie de l'adolescence. Et pourtant. Ma mère et moi, on ne s'entend pas très bien. Ça, depuis toute petite, je crois. Elle veut toujours contrôler ma vie. Fais ceci, fais cela, fais pas ceci. Elle ne me laisse jamais prendre mes propres décisions, alors que je viens d'avoir mes 19 ans. Je vis ma vie comme je l'entends, mais elle est toujours là. Et je crois aussi que ça fait partie des réalités sénégalaises. Quand tu vis avec tes parents, même à tes 30 ans, tu n'as pas le droit de prendre tes décisions. Mais moi, je me dis que le monde a évolué, donc nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. Parce qu'eux, ils ont déjà fait leur propre vie. Et parfois, même, je me dis que j'ai des problèmes parfois avec mon copain ou mes amis. Quand je lui en parle, elle me dit t'as pas le droit d'avoir des problèmes ou des soucis parce que tu manges, tu bois et tu as des habits comme tes amis. Et ça me rend vraiment dingue. Oui, t'as pas le droit d'avoir des soucis, tu manges, tu bois. Dans votre livre, Béatrice Copper-Royer, on trouve 2 phrases à ne jamais dire à ces filles adolescentes. Tu as tout pour être heureuse et on est tous passés par là. Donc voilà, repérez bien ces 2 phrases à ne jamais prononcer avec vos filles. Ça, c'est vrai, parce que ce sont des phrases qui, en réalité, qui ferment le dialogue et qui sont un espèce de mur comme ça. Et quand on prononce ces phrases-là, en fait, on dit un peu, je veux pas t'entendre. Et c'est dommage parce que c'est vrai que c'est déjà pas très facile de discuter et de dialoguer avec ces adolescentes. Mais quand elles lancent un fil, il faut savoir le saisir. Et oui. Et alors là, on entend bien dans le témoignage de Khadija au Sénégal que le Sénégal est un pays où il y a un fort contrôle social sur les jeunes, sur les adolescentes, sur leur sexualité.
notamment pour des raisons religieuses, mais donc on observe probablement moins de situations problématiques que ce qu'on trouve dans votre livre et ce que vous racontent les adolescentes dans votre cabinet, où il y a parfois des situations assez hallucinantes, mais ça ne veut pas dire que ces jeunes filles au Sénégal sont mieux comprises pour autant. Non, certainement pas. Et puis je pense qu'il est tout à fait légitime qu'à partir d'un certain moment, les adolescents, enfin les jeunes filles, aient un désir d'autonomie et de prendre du champ par rapport à leurs parents et notamment à leur mère. Donc ce qu'on entend là, c'est tout à fait légitime et les mères devraient réfléchir et accepter cet éloignement qui n'est pas une rupture, qui est juste un cheminement pour devenir adulte. Oui. Je vous ai posé cette question parce qu'on a souvent des auditeurs qui estiment que le phénomène des adolescents est très marqué par la culture occidentale, sauf qu'en Chine, avec l'enfant unique, par exemple, qui est très gâté, très surinvesti par ses parents, on a aussi des filles adolescentes qui posent des problèmes, même si elles vivent dans un système ultra-autoritaire politiquement. Et finalement, avec Internet, avec les réseaux sociaux, l'adolescence, elle est bien internationale aujourd'hui, vous diriez ? Elle est certainement plus internationale qu'autrefois, ça c'est une évidence. Probablement, il y a encore quand même une marque culturelle qui imprime les relations aux parents et aux enfants, et notamment l'accès des jeunes filles, puisque c'est ce dont on parle dans le livre, aux réseaux sociaux de façon très très précoce. Et je pense que en Europe et en France, les jeunes filles, les enfants ont accès aux réseaux sociaux extrêmement tôt, vers 9-10 ans, donc elles sont même bien avant l'adolescence. Même avant d'avoir leur propre smartphone ? Elles ont leur propre smartphone et c'est ça qui pose problème, beaucoup trop tôt. Elles ont leur propre smartphone vers la fin du primaire. De l'école primaire. Donc je pense que c'est ce qui va poser problème, parce que qui dit smartphone dit Internet, et Internet dit pour ces filles-là réseaux sociaux. Et donc là, on rentre dans un système précoce, si vous voulez, par rapport à la maturité de ces filles qui sont encore des enfants. Alors, où que vous soyez dans le monde, en tout cas, vous nous appelez pour nous parler de vos filles adolescentes. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Et tout de suite, on écoute le témoignage d'Adèle, 16 ans, presque une vieille adolescente. Elle discute beaucoup avec sa maman, Hélène, 56 ans. Charlie Dupieux les a rencontrées toutes les deux, côte à côte. Adèle commence par nous livrer ses combats féministes dans ces années MeToo. Alors, je pense que, en premier temps, quelque chose qui me concerne en tant que femme, c'est le féminisme, l'égalité homme-femme et tout ce que ça englobe. Enfin, les violences conjugales, les violences, les abus, le harcèlement de rue, etc. Ça doit faire déjà bien 5 ans, un truc comme ça, que vraiment ça me concerne, ça me choque. J'ai regardé beaucoup de reportages, de caméras cachées ou de trucs comme ça, et c'est vrai que ça m'a confrontée rapidement en théorie à ce qui se passait. Et puis après, il y a eu la pratique, entre guillemets, où plusieurs fois, je me suis fait interpeller dans la rue. Est-ce que c'est des expériences que tu as partagées très vite à ta mère ? Généralement, quand il m'arrive ce genre de choses, je lui en parle tout de suite parce que je trouve ça révoltant. Et puis avec ma mère, on se dit tout, donc... Et comment vous réagissez alors, Hélène, quand elle vous raconte ça, ces expériences qu'elle vit dans la rue, dans les transports ? Je peux pas être tout le temps avec elle. Adèle est très libre de ses mouvements depuis très jeune. J'ai pris le parti de pas paniquer. Donc Adèle se promène seule. Alors bon, bien sûr, pas trop tard le soir. Il y a des règles. Donc à chaque fois qu'elle m'en a fait part, on en a discuté. Voilà, je lui ai dit c'est comme ça. Ça c'est des choses qui ne sont effectivement pas bien et pas acceptables, mais tu vas y être confronté. Et le conseil que j'ai pu lui donner à chaque fois, c'est d'affronter le regard de cette personne et de ne pas montrer que tu as peur. Elle me donnait beaucoup de conseils pour réagir face à ce genre de choses. N'hésite pas à demander autour de toi de l'aide ou de rentrer. Je me souviens de rentrer dans des magasins ou des choses comme ça. Sur quel sujet lié au féminisme vous n'êtes pas d'accord ? C'était quand on parlait des tenues, du style vestimentaire, qui pour moi ne justifie en rien le fait que tu te fasses emmerder. Ce n'est pas la principale cause. La principale cause de pourquoi on vient t'emmerder dans la rue, c'est parce que tu es une femme. Peu importe que tu mettes un short ras les fesses, peu importe que tu mettes un jean,
tu te feras emmerder. Parce que si cette personne a décidé de t'emmerder, c'est pas parce que tu es habillée d'une telle manière, ou alors ça peut jouer mais un tout petit peu, c'est surtout parce que tu es une femme. Pour avoir la paix, il est bien évident que quand je vivais, oui, peu importe les pays, mais surtout au Maghreb, je me baladais jamais en short. Je mettais toujours un Bermuda, mais pas un short ras des fesses. Et là-dessus, Adèle, et elle a raison quelque part. Oui, mais bon, si on a envie de montrer, à ce moment-là, et là ça part, et on commence à s'engueuler. Mais je dis, à ce moment-là, on peut se balader à poil aussi, pourquoi pas. Mais on peut pas changer les mentalités comme ça du jour au lendemain. Donc, pour vivre tranquille, et là, elle va me dire, à ce moment-là, vous mettez un voile, hein. Pour avoir la paix. Mais j'ai pas dit que ça venait des filles, hein. Elles s'habillent pas pour provoquer, mais ça provoque chez les hommes une réaction. Moi, le mot qui me bloque beaucoup, c'est le provoquant, tu vois. Pour moi, le problème, ça vient pas des femmes, ça vient des hommes. Après, effectivement, si quelqu'un veut regarder, il regarde. Mais si on lui donne l'occasion de plonger dans un décolleté comme ça, ou dans un short au ras des fesses, on lui donne un petit peu, pour moi, du grain à moudre. Alors que si on a un truc un peu plus long, ça n'empêchera pas le regard, mais ça l'attirera moins, à mon avis. Voilà. Et ça, j'en démords pas. Et du coup, pour moi, si on part de cette mentalité-là, qu'il faut se conformer à cette situation, rien ne bougera. Et ça s'est prouvé, si les femmes ne s'étaient jamais battues pour qu'on ait le droit à l'avortement, on n'aurait pas le droit à l'avortement. Donc pour moi... Là, tu parles de l'avortement. Entre l'avortement et un short au ras des fesses, excuse-moi, mais... C'est le même principe. C'est le même principe. Je suis pas d'accord. Mais après ça, on a déjà eu cette conversation des milliers de fois et on veut pas en démordre chacune, donc voilà. Est-ce que parfois ça vous arrive de la trouver un peu dogmatique ? Un peu. Je sais même pas ce que ça veut dire. Très assénant comme ça des choses, très investi. Je trouve que le fond est toujours plutôt bon. Après, dans la forme, c'est quelquefois un peu à la scène des choses comme ça. Voilà. Bon, je sais pas comment elle arrive à faire ça, ou à dire ça, ou à pas se sentir. Moi, je suis finalement plus timide qu'elle, ou des choses comme ça. Mais ça ne sera pas marcher sur les pieds, par exemple. Et quand elle a une opinion et que quelqu'un lui dit, elle tient, comme on dit, la dragée haute, quoi. Et j'admire. J'aurais tellement aimé être comme elle, parce que pour moi, c'est une force. Elle campe sa position sans peur. Si j'arrive à la convaincre, j'ai gagné un combat. Pas la guerre, mais un combat. Marie Guillot, bonjour à vous. Bonjour. Vous publiez avec Béatrice Copper-Royer, Adolescente sur le fil. Est-ce que ces positions qu'on a entendues d'Adèle, très féministes, c'est vraiment ce qui caractérise cette nouvelle génération d'adolescentes ? Ouais, je crois. À la fois ces positions très féministes et à la fois un peu ce que disait sa maman Hélène, c'est ça sa maman oui. Qui s'appelle Hélène. Elle dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Elle dit je l'admire parce que elle a pas peur. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce dialogue. En fait, à la fois on sent qu'il y a des différences entre elles qui sont générationnelles, beaucoup, que c'est pas toujours facile de dialoguer, mais elles y arrivent. Et chacune, finalement, arrive à apporter de la réflexion à l'autre. Et elles arrivent à être dans une belle relation. Et ça, c'est assez idéal. Oui, mais alors évidemment, il y a aussi beaucoup de situations, Béatrice Copper-Royer, qui atterrissent dans votre cabinet de psychologue, où c'est la guerre ouverte, une guerre générationnelle et une guerre d'autorité. Oui, c'est la guerre ouverte parce que ce qu'on entend aussi dans ce témoignage, c'est elle dit, cette mère, ma fille elle laisse rien passer, elle s'affirme, elle est très affirmée, j'aurais été moins affirmée qu'elle au même âge, etc. Et c'est vrai que ces filles ont une affirmation d'elles qui est extrêmement forte, beaucoup plus que les générations d'avant, mais qu'en même temps c'est un peu rigide aussi. C'est-à-dire qu'on a du mal à les faire réfléchir, à prendre un angle un tout petit peu différent. Elles sont, et c'est là où je trouve que le mot dogmatique est assez bon, parce qu'elles sont un peu dans des dogmes et elles veulent pas en démordre. Donc c'est vrai que le dialogue est un peu compliqué, même si elles ont raison, parce que peut-être qu'il faut en passer par là pour faire avancer, bouger les lignes. Mais aujourd'hui, là où on en est, le dialogue est parfois un peu compliqué. Et alors chez les plus jeunes qui, alors pour le coup, n'ont pas vraiment la maturité, elles n'ont pas beaucoup d'arguments, si vous voulez. Elles sont pétries de ce qu'elles lisent sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas complètement digéré.
Tout simplement parce qu'elles sont jeunes et qu'il leur manque une construction intellectuelle. Absolument. Aussi, hein. Elles ont, en réalité, elles n'ont pas la maturité suffisante pour en débattre Et vraiment. alors, pourquoi vous avez choisi toutes les deux d'écrire uniquement sur les filles? Est-ce qu'il y a une spécificité des filles adolescentes par rapport aux garçons, Béatrice Oui, moi je crois qu'il y a une spécificité dans la mesure où les filles, plutôt que les garçons, sont assez fascinées par leur image. Elles sont plus influencées par cette société de l'image, du paraître que les garçons. Par exemple, en fin d'école primaire, elles jouent moins que les garçons. Elles sont beaucoup à parler entre elles, à se mesurer dans des espèces de joutes verbales comme ça. Pendant que les garçons jouent au foot, par exemple. Pendant que les garçons sont plus joueurs, oui, absolument. Et ensuite, il y a les jeux vidéo pour les garçons. Alors ensuite, ils ont des smartphones à peu près au même âge, vers 10 ans, parfois même malheureusement un peu plus tôt, mais sur leur smartphone, donc ils leur donnent accès à Internet. Les filles vont être plus intéressées par les réseaux sociaux et donc par Instagram, TikTok, etc. Donc se mettre en scène, donc commenter, faire des commentaires sur tout le monde, alors que les garçons vont continuer à jouer. Ils jouent aux jeux vidéo, ça leur prend un temps fou et ça crée beaucoup de problèmes dans les familles et ça prend du temps aussi sur le travail scolaire, donc ça a d'autres conséquences. Mais sur cette espèce d'obsession de l'image de soi, et je pense que ça les fragilise quand même un peu moins. Alors vous nous appelez bien sûr les voisines et les voisins au 33 7 64 45 51 41. On prend une première auditrice, Mariama, qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Mariama. Bonjour les voisins et les voisines. Eh bien, soyez la bienvenue Mariama, vous avez 22 ans, donc l'adolescence n'est pas si lointaine pour vous. Effectivement. Vous avez été une adolescente très complexée physiquement? Oui. Oui, vraiment physiquement. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 17 ans. Hein. Ah oui. Ça a commencé à 13 ans, jusqu'à mes 17 ans, c'était... c'était hier, pratiquement. Oui, vraiment. Ouais. Comment ça se manifestait et pourquoi vous étiez complexée? Ça s'est manifesté quand j'ai eu accès au réseau social Facebook. À l'époque, j'avais un grand frère qui était bon en informatique et qui m'avait dit « Ah tiens, ce serait cool que tu aies Facebook ». Et comme j'avais pas de téléphone et que je venais d'avoir un ordinateur, c'était trop cool à la mode. Tout le monde postait des photos, etc. Je voulais être dans le bain, je voulais savoir ce que c'était Facebook. Et d'ailleurs, j'ai connu Facebook avant même de connaître Google. C'est dommage, mais bon, c'est fait. Et là, il me dit « Voilà, je vais te connecter, etc. Voilà comment ça se passe ». Tout bien. Au départ, je me suis dit c'était un réseau social où voilà, tout le monde se rencontre, on voit c'est la vie de tous les jours. Mais j'étais loin du compte. Je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de photos qui se postaient, il y a de plus en plus de personnes que je voyais tous les jours au lycée par exemple. Mais quand elles postaient leurs photos, c'était totalement différent. Elles paraissaient totalement différentes, beaucoup plus belles, beaucoup plus en forme, disons. Elles avaient une belle peau. Et à cette période-là, avant même les réseaux sociaux, j'étais déjà très complexée par ma peau parce que on me disait que tu es trop noire, voilà, tu n'es pas très jolie, etc. Et puis j'avais pas beaucoup de cheveux à cette période-là. J'avais des cassures qu'on appelle en Afrique des bermondiens, mais en fait c'est de l'alopécie. J'avais des vergetures sur les mollets, ça se voyait, vu qu'on avait des tenues, des uniformes scolaires, ça se voyait. J'étais beaucoup charriée pour ça. Et en face, j'avais des filles qui étaient vraiment très belles. Pour moi, elles étaient très belles. Elles n'avaient rien à voir avec la personne que j'étais. J'avais beaucoup d'acné au visage alors qu'elles avaient un visage qui était plutôt resplendissant. Enfin, j'avais beaucoup de soucis à cette période-là et le réseau social Facebook n'a fait qu'en rajouter. Que j'avais l'impression que c'était un peu comme si c'était conçu que pour me faire du mal. À chaque fois que je me connectais, je voyais un nouveau visage qui était aussi plus beau. Parfois des filles qui étaient même moins âgées que moi mais qui paraissaient... belle. Est-ce qu'il y a eu un adulte dans votre famille qui a pu vous permettre de prendre du recul par rapport à ça? Pas vraiment, parce que je n'en parlais pas en fait. C'est quelque chose que je voyais sur mon ordinateur. Je me connectais juste pour regarder ça et après je fermais mon ordinateur. Et mon papa me disait souvent « Ah, ça se passe bien avec ton ordinateur, là tu es maintenant connecté là ». Enfin, lui il se disait que oui, voilà, je vais peut-être faire des recherches, mais je connaissais pas vraiment Google. Moi, c'est Facebook qui m'intéressait et qui m'attirait beaucoup plus. Et votre maman alors? Elle non plus n'était pas vraiment au courant jusqu'à ce que un jour, il y a la période où je décide de me mutiler. Et à ce moment-là, c'était, je pense, quand je rentrais des cours. Donc, je suis rentrée des cours. J'ai encore une fois visionné ces photos qui me faisaient du mal. Ça me rendait triste.
J'avais du mal aussi à suivre à l'école parce que j'étais obnubilée par ce Facebook-là, en fait. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé justement de me mutiler, d'en finir. C'est-à-dire ? De rentrer dans une phase de dépression sans vraiment... Et quand quand vous parlez de mutilation, qu'est-ce que ça voulait dire exactement, Mariama ? Prendre une lame et se couper, aussi simplement. J'avais l'impression sur les bras ? faisant ça... Oui, sur l'avant-bras. Et d'ailleurs, j'ai une cicatrice qui va me marquer à vie et qui va me permettre de me rappeler de ce qui s'est passé dans le temps. Et je me suis dit qu'en faisant ça, ça devait calmer les choses, mais ça n'a fait que empirer. Je suis rentrée dans une colère noire, j'ai pleuré toute la journée. Et j'ai dû me confier à elle, lui expliquer les choses, etc. Elle m'a dit que c'est pas grave, tu es une personne comme toutes les autres, tu as des boutons comme toutes les autres, et tu te rendras compte que quand tu seras plus grande, quand tu auras un certain âge, tu seras une très belle femme, tu seras convoitée de tous. Et n'oublie pas une chose, c'est que le physique n'est qu'apparence. Tu es une personne qui est très intelligente, maintiens ton objectif, continue de bien travailler à l'école et continue de nous rendre fiers. Votre mère, finalement, elle a su trouver les mots, tardivement, mais elle a su trouver les mots, à vous entendre, Mariama. Effectivement. Pour vous rassurer en tant qu'adolescente. Cette cicatrice que vous avez au bras aujourd'hui, elle vous rappelle aussi que vous en êtes sortie aujourd'hui à 22 ans de cette dictature de l'image ? Plus ou moins, elle m'a permis de m'en sortir. Enfin, après, c'est pas forcément la thérapie, c'est pas forcément la chose à faire. Je déconseille totalement. Bien sûr. Mais moi, elle m'a permis de sortir de mon gouffre parce que c'était un peu trop. Il y a des fois où je me réveillais le matin, je pleurais toute seule parce que je me trouvais pas jolie. Il y a des filles qui allaient à l'école avec leurs cheveux naturels et moi, j'arrivais pas. Je mettais tout le temps des extensions pour les cacher et on me le rappelait à chaque fois. T'as pas de cheveux, t'es vilaine, t'es ceci, t'es cela. Ça me faisait beaucoup de mal. Et depuis ce jour où on a eu cet échange, je me suis rappelé qu'il faut que je garde le cap et qu'il faut que je sois cette jeune femme auquel j'aspire. Eh bien, merci Mariama, en tout cas, de nous avoir raconté ce voyage douloureux dans l'adolescence. Merci à vous. Très bonne journée à Libreville. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous avez 22 ans. Béatrice Copper-Royer, elle a bien résumé finalement cette période. Très bien résumé, et notamment la solitude face à son écran. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que les adolescentes, quand elles sont en train de scruter les commentaires des uns et des autres sur ce qu'elles ont posté, les images des unes et des autres, elles sont seules souvent, et les émotions qu'elles ressentent, elles les partagent pas en réalité. Il faut rappeler que c'est un âge où il y a beaucoup de modifications hormonales sur le corps, peut-être pour les filles d'ailleurs. Non, je pense que les garçons sont pas mieux lotis pour ça, mais peut-être que justement les filles étant très à se comparer les unes aux autres physiquement, peut-être plus que les garçons, c'est plus douloureux. Et celles qui se trouvent trop petites avec les cheveux comme ci ou la peau comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. C'est un moment où, en plus de ça, toute cette métamorphose, elle s'impose à elles et elles peuvent rien contrôler. Donc elles essayent de contrôler comme elles peuvent, en se faisant des teintures de cheveux, en se faisant, des piercings, des tatouages et tout ça. Mais en réalité, ça les dépasse quand même pas mal. Marie Guillot, il faut aussi rappeler que les parents, dès la plus tendre enfance aujourd'hui, ne cessent de photographier leurs enfants, donc leurs filles comme les garçons, de les filmer, de poster des vidéos de leurs propres enfants sur leurs propres réseaux sociaux. Ça pose aussi un problème, ça, selon vous ? Oui, certainement, déjà parce que ces adolescents dont on parle dans le livre, dès la petite enfance, effectivement, elles ont été habituées à être elles-mêmes photographiées et admirées par leurs parents, et ensuite éventuellement exposées sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que très jeunes, elles sont habituées au fait d'être admirées, de vouloir être belles dans le regard de l'autre, etc. Je pense. Oui, de prendre la pose. Oui, et voilà, ça, d'être mise en scène. Ouais. Vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Kwaku nous appelle d'Abidjan. Bonjour Kwaku. Bonjour. Vous êtes un papa, vous avez 5 filles. C'est exact. Entre 24 et 13 ans. Vous avez une question à nous poser, Kwaku, à poser à nos invités? Oui. Ma question est celle-ci. Comment parler de sexualité? Comment parler du problème de sexualité avec mes filles, car ma femme n'est pas à l'aise pour parler de ça avec elle? Oui. Parce que quelle est la situation à l'heure actuelle avec vos filles? Voilà. Il y a 2 qui sont enceintes. Il y a une qui a accouché. Il y a l'autre qui est en début de grossesse. De quel âge? Voilà. Celle qui a accouché à 21 ans et sa petite sœur à 18 ans. Ce sont des grossesses non désirées?
Exactement, ce sont des grossesses non désirées. Et la question que vous vous posez, c'est pour la plus jeune, celle qui a 13 ans? Non, les deux, bon, je dirais les trois autres. Oui. Puisque l'aîné de 24 ans, celle de 17 ans et la petite de 13 ans. Voilà. Vous pensez que vos filles ont été mal informées sur la sexualité, Kwaku? Je pense bien qu'elles ont été mal informées. Je pense bien qu'elles ont été mal informées. Béatrice Copper-Royer. Moi, je pense qu'il faudrait que ce père conseille à ses filles peut-être d'en parler à une infirmière scolaire, à un médecin, parce que la question de la contraception est quand même extrêmement importante et elles doivent absolument être informées du fait que si elles ont des relations sexuelles non protégées, elles risquent de tomber enceintes. Oui, donc, mais Kwaku nous disait, leur maman n'est pas à l'aise pour en parler. Vous avez beaucoup de parents que vous recevez, Béatrice Copper-Royer, qui ne sont pas à l'aise pour parler de sexualité avec leurs enfants. D'autant plus à l'adolescence, en fait. Oui, alors moi je pense qu'il faut surtout en parler en amont de l'adolescence. C'est-à-dire que c'est très jeune qu'il faut que les parents abordent les questions de la sexualité avec leurs enfants, parce que dans cette période extrêmement féconde, je trouve, de la période de latence, c'est-à-dire entre 8 ans et justement la puberté, les enfants sont très à l'écoute de leurs parents et il ne doit pas y avoir tellement de sujets tabous. Donc c'est vrai qu'une fois que l'adolescente est dans la défiance vis-à-vis de ses parents, parce que c'est une posture qui lui paraît absolument indispensable et incontournable, les messages que les parents vont faire passer seront moins audibles. Donc c'est plutôt en amont qu'il faut aborder ces questions-là. Mais sur la question de la sexualité, c'est vrai que les parents sont pas très à l'aise. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme prétexte pour aborder le sujet? Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut donner à Kwaku? Il y a des livres, il y a des films, il y a des débats. L'actualité, il y a toute l'actualité, effectivement. Et malheureusement, ça manque pas. Les faits divers sont là. Parfois, il y a des émissions de télévision. Il y a des livres qui sortent, etc. Donc, il faut utiliser tout ça. Est-ce que vous avez profité des grossesses non désirées de vos filles aînées pour aborder le sujet déjà avec vos filles beaucoup plus jeunes? Oui, pas spécifiquement avec la plus petite, mais les deux plus âgées, oui. Les deux un peu plus âgées, oui. J'ai abordé le sujet avec elles il n'y a pas longtemps parce que je peux dire que c'est en début de semaine qu'on m'a informé, en début de semaine passée qu'on m'a informé que la seconde m'a informé qu'elle est enceinte par le touchement de sa tante. Vous voyez. Donc vraiment, j'étais un peu désemparé et je les ai réunis avec la petite en écart. En fait, la dame a abordé un sujet. Chez nous, en Afrique, vous voyez, c'est difficile. C'est vrai, l'âge physiologique mais la mentalité n'est pas aussi développée pour qu'un enfant de 13 ans, 12 ans comprenne ce que c'est que réellement la sexualité. Oui. Est-ce que vous voyez? En fait, surtout nous, parents, nous-mêmes n'avons pas été éduqués à cela, donc il est difficile pour nous quand même de tenir un langage de sexualité avec un enfant de 12 ans, 13 ans. Oui. Ça serait un peu mal compris. Oui, je comprends bien, et vous faites bien de souligner cette spécificité effectivement culturelle, parce que bien qu'il y ait l'évolution dans le corps de la jeune fille, qu'il soit bien là. Et dans les écoles, il y a aucune information via les écoles, via les collèges? Non. Avant, à notre époque, oui, il y avait ces cours qu'on nous donnait, qu'on appelait ECM, éducation civique et morale. On nous donnait ces cours. Mais maintenant, quand même, je prends la peine quand même de feuilleter le programme des enfants par le touchement de leurs cahiers, de leurs cours qu'ils font, mais on n'aborde pas véritablement ces problèmes-là. On n'aborde pas véritablement ces problèmes avec les enfants, surtout avec les filles. Elles ont ça entre elles, amies, elles discutent de ça. Bon, écoutez, à la grande surprise des parents, on découvre l'irréparable. Merci à vous, en tout cas, Kwaku, de nous avoir appelé. Voilà un père courageux qui prend le problème à bras-le-corps. Et c'est pas simple, parce que c'est pas seulement de contraception qu'il faut parler, il faut aussi parler du consentement. Donc, tous ces problèmes sont finalement étalés dans l'actualité, et c'est pas pour autant que c'est simple pour les parents d'en parler avec leurs adolescents. Non, mais justement parce que les parents prennent pas trop le temps quand même d'être dans le débat. Moi, je suis très frappée que justement toutes ces émissions, tous ces livres, tous ces événements soient pas en famille et même au collège l'occasion
l'occasion de débattre. Et du coup, on les laisse avec ces informations sans les faire trop réfléchir. Je trouve que il y a toujours beaucoup d'émotions, mais derrière l'émotion, il n'y a pas beaucoup de réflexion. On a un tiers des jeunes qui a déjà vu des images porno avant 12 ans. Ça concerne aussi les filles? Ça concerne aussi les filles, et c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, il faut le dire et le redire, parce que l'information, ils ont une approche de la sexualité qui est complètement biaisée, qui les excite, mais en même temps qui leur fait peur. C'est très normatif, ils sont dans le mythe de la performance. Les garçons ont l'impression que s'ils n'ont pas un sexe de telle taille, ça va être une catastrophe. Les filles, si elles sont pas épilées totalement, ça va pas le faire non plus. C'est vraiment une approche de la sexualité qui... Vous avez des très jeunes filles dans votre cabinet qui viennent vous voir, qui n'ont pas eu de relations sexuelles telles que déclarées, c'est-à-dire avec pénétration, mais qui vous racontent une banalisation totale de la fellation. Oui, absolument. À 13, 14 ans. Absolument. La fellation, si vous voulez, c'est un peu le baiser sur la bouche d'il y a 10 ans, 15 ans. Elles n'ont aucune notion. C'est l'impact des images porno, vous Oui, pensez? c'est absolument l'impact des images porno, et aussi peut-être des séries que les filles regardent. Parce que les filles sont très très friandes de séries qui mettent en scène des filles beaucoup plus âgées qu'elles et auxquelles elles s'identifient. Donc il y a un petit mélange des deux, mais c'est certain que la pornographie, il faudrait vraiment que les adultes sortent de leur naïveté et en parlent à leurs enfants et leur disent que c'est évidemment pas un support d'information. Ça veut dire qu'il faut parler d'intimité, parler de pudeur, parler de consentement. Exactement. La pudeur, c'est vraiment essentiel. L'intimité, le respect du corps et évidemment le consentement, c'est-à-dire que si je dis non, c'est non. C'est la chanteuse Angèle qui fait ça très bien. Et voilà, c'est non, c'est non. Et les adolescentes, elles écoutent Angèle pourtant, mais ça, le message n'est pas gravé dans le disque dur des filles. Où que vous soyez dans le monde, appelez-nous pour nous parler de vos filles adolescentes. Comment écouter, comprendre les adolescentes, mais aussi sur quel point il faut rester ferme, poser des interdits. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. 7 milliards de voisins. Tout le monde est voisin. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins. Et tout de suite, écoutez le témoignage de cette jeune fille congolaise de 22 ans, souvenir à vif de son adolescence. Bonjour les voisins, moi c'est Divine Rachel Chirosa, depuis la RDC. Entre 14 et 18 ans, j'ai pensé au suicide parce que je ne supportais plus la pression de la part de ma mère, des critiques, des insultes, des calomnies, disant que je me prostituais déjà, pourtant c'était faux. Cela avait commencé quand mon père m'avait offert un téléphone. Ma mère disait que les réseaux sociaux m'induisaient en erreur. Je n'avais vraiment pas d'amis, je n'avais pas de refuge et je n'avais personne pour m'écouter ni me comprendre, pour me consoler. C'est à ce moment-là, je croyais plus à mon existence et j'avais vraiment pris une décision pour me suicider. C'était vraiment une grande décision. Voilà, merci à Divine d'avoir posté son message de RDC. Et puis je voudrais aussi poser la question d'un père de famille qui est en région parisienne, Idriss, qui a 42 ans, qui a une fille toute petite mais qui a beaucoup de nièces, et qui vous demande, Béatrice Copper-Royer, comment lutter face à l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux. Que dire à nos filles et à nos nièces? On voit bien que c'est quand même la panique à bord à l'heure actuelle chez les adultes. Moi je crois qu'il faut toujours laisser des perspectives. C'est-à-dire dire, là, par exemple, la fille qui veut aller à l'école avec son crop top, lui dire... Crop top, on va décoder, c'est une espèce de t-shirt sous la poitrine, qui laisse le ventre à l'air, etc., qu'elles affectionnent particulièrement, et qui, quand même, renvoie une image d'elle assez sexuée, sexualisée. Et donc, il faut leur donner des perspectives et leur dire, non, là, je suis pas trop d'accord. Tu ne vas pas à l'école avec cette tenue. Tu vas pas aller à l'école avec cette tenue parce que c'est pas du tout approprié, c'est pas du tout adapté. Mais d'une part, tu peux la mettre à la maison pendant le week-end ou pendant les vacances. Et puis plus tard, dans quelques années, on en reparlera. Et donc, si vous voulez, il faut pas. Je pense que les adultes maintenant ont peur de poser des limites parce qu'ils ont peur de déplaire à leurs enfants. Ils ont peur d'être moins aimés. Et donc, face à ces revendications permanentes, ça c'est quand même quelque chose qui n'a pas changé depuis des lustres.
tout le monde le dit, tout le monde le fait. Sauf que les sorties pour le soir, vous citez là des gamines de 14 ans qui vous disent à minuit, autant ne pas sortir, ça s'appelle encore la journée, quoi, en gros. Absolument. Mais tout le monde le dit, tout le monde le fait, c'est un refrain bien connu et qui est pas spécifiquement contemporain. Donc il faut aussi savoir garder son calme et poser des limites. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Marie Guillot, vous êtes journaliste, vous avez coécrit ce livre avec Béatrice Copper-Royer, Adolescente sur le fil. Vous êtes aussi maman d'adolescente. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous arrivez aussi en tant que maman, avec ce recul, à poser comme interdit pour ne pas vous faire détester par vos filles? C'est vrai que tout ce qu'on a écrit dans le livre, tous les témoignages que j'ai recueillis... Mais donnez-nous quelques exemples d'interdits, on arrive bientôt à la fin de cette discussion. Des interdits, il y en a tout le temps. Je veux dire, par rapport au téléphone, par rapport aux sorties, par rapport à l'alcool, par rapport aux vêtements, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je trouve compliqué au quotidien et que j'ai retrouvé aussi dans les témoignages des différentes mamans et des adolescentes, d'arriver à garder le lien quand même, en fait, en se disant je suis pas là pour me faire aimer, enfin même si on veut toujours l'être. Je pose un peu des limites pour ça, mais j'arrive à garder le lien, parce que si le lien n'existe plus, là c'est pire que tout. Oui, mais comment on fait concrètement pour faire accepter les règles? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? J'ai pas d'exemple comme ça, il y en a tellement. Béatrice Copper-Royer. Non, mais je pense qu'il faut aussi leur expliquer que l'autonomie, ça se gagne, que la confiance des parents, ça se gagne aussi, et que la balle, elle est aussi dans leur camp. C'est-à-dire que si elles transgressent tout le temps les limites qu'on leur pose, il y aura de moins en moins de confiance et de plus en plus de limites. Donc elles rentrent dans un système qui est assez mauvais pour elles, quoi, et de conflits permanents. Mais peut-être, je vous dis, cette idée de leur de leur donner des perspectives, c'est important. C'est-à-dire, là, tout de suite, non, ça sera pas minuit, ça sera 11h, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera minuit. Mais pour l'instant, ça va être comme ça. Alors, oui, ou t'as ton crop top à 13 ans, non, mais quand tu auras 16 ans, éventuellement. Enfin, voilà, c'est effectivement une bonne solution, je pense. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux, Béatrice Copper-Royer, Marie Guillot. Vous signez Adolescente sur le fil, comment protéger vos filles face au danger d'un monde qui bouge. C'est publié chez Marabout. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de conseils extrêmement pratiques aussi à découvrir dans ce livre. Dans quelques instants, ce sera la chronique du psychologue Ibrahima Giroux à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, à retrouver d'ailleurs aussi en podcast, et ce sera juste après, le Nigérian Wanda Banton. Il est sorti de l'adolescence, il a 27 ans, mais je peux vous dire que les filles l'aiment beaucoup pour ambiancer leur soirée. À tout de suite. Can I be a mister? Can I be bad man musician? And if you want to know where I come from, I be bad boy from Port Harcourt. She says she no need the maraba, love. She no man, she go find me come beggar, oh to do beggar, love me. Why she no want the money? I wonder. She say love me the flow, I wonder. I love you as in the road.
Say African woman, African woman, say African woman, On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Enfants d'ici et d'ailleurs, ce sont des conseils pour les parents. Aujourd'hui, nous sommes avec le psychologue Ibrahima Giroux. Bonjour Ibrahima. Bonjour Emmanuel. Vous exercez à Dakar et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi chez les adolescents. Alors, c'est pas simple parce que les adolescents qui traversent une période parfois trouble, voire turbulente, voire même brutale, vous les recevez dans votre cabinet et il y a toujours cette question de la confiance en soi chez les adolescents. Pourquoi, dans le fond, un adolescent perd confiance en lui ? Disons qu'Emmanuel, il faut voir que l'adolescence, on la décrit comme une seconde naissance. Ah oui. Donc, avec des pulsions qui sont bien présentes, mais qui sont parfois violentes, un grand bouleversement. Et la différence avec le bébé, c'est que le bébé, à la naissance, ne sait pas qu'il ne comprend pas, alors que l'adolescent voit bien qu'il ne comprend pas et qu'il est dans le chaos. Donc, il voit ce qui lui arrive, mais il ne le comprend pas. Donc, ce qui cause la perte de la confiance en soi chez l'adolescent va avoir trois racines principalement. Tout d'abord, il y a son vécu et la qualité de ses relations avec ses parents. Ensuite, on peut voir les conséquences psychologiques des transformations biologiques, donc les transformations de son corps. Et il y a enfin l'angoisse très très présente du futur chez les adolescents. Vous avez des exemples d'adolescents avec qui vous travaillez justement pour restaurer la confiance en eux ? Oui, je peux vous donner, Emmanuel, l'exemple de Alassane, beau jeune homme, super élève, star aux yeux de ses camarades de classe et surtout des filles. Donc, Alassane arrive à l'âge de la puberté et il a dû faire face avec beaucoup de souffrance, Emmanuel, au bouton d'acné qui avait littéralement colonisé son visage et se sont mis à envahir son cœur, mais aussi sa pensée. Il était vraiment envahi. Alors, vu de loin, évidemment, on peut se dire, ce ne sont que des boutons d'acné, mais pour lui, c'est comme un tsunami, finalement. Et pour lui, c'était beaucoup plus que ça. Il a vraiment vécu un sentiment de honte de ce visage-là qu'il ne supportait pas, qu'il n'aimait pas du tout. C'était pas lui, hein. Lui, le beau gosse à la police, le gentle boy, comme l'appelaient ses camarades, le meilleur élève de sa classe, Emmanuel. Et quand on a honte, qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel ? On se cache. Hein, il s'est mis à se retirer du monde, moins de participation en classe, évidemment, moins de contact, réduction de la communication et des relations sociales. C'est assez brutal, effectivement, mais alors du coup, quelles ont été les conséquences sur sa scolarité et puis sur sa personnalité, sur sa vie à lui ? Alassane venait de tomber malheureusement dans un cercle vicieux. Ça n'a pas raté avec les mauvaises notes, mais ce n'était pas le pire. Il y avait surtout la destruction progressive de l'image qu'il avait de lui-même, de l'estime de soi, et une sorte d'érosion de la confiance en soi. Et ensuite, ça s'empirait parce qu'Alassane s'est mis à bégayer et à souffrir beaucoup plus encore. Il s'est ensuite mis à l'automédication. Donc, je vous ai parlé d'un élève brillant, donc il pouvait prendre un certain nombre de décisions. Il s'est mis à l'automédication avec des anxiolytiques très, très lourds qui affectaient sa mémoire. Pouvait même avoir des effets comme les tentatives de suicide. Et la boucle était bouclée. Nous avons dû faire un travail très, très long combinant hypnothérapie et coaching pour que, dans un premier temps, Alassane s'accepte tel qu'il était et qu'il accepte un peu de réduire la pression intenable qu'il se mettait lui-même. Donc aujourd'hui, des années plus tard, Alassane est un père de famille, hein, il vit tout à fait normalement, il a trouvé sa voie, mais il porte encore les stigmates de son adolescence, hein, il bégaye encore. Mais alors les parents qui nous écoutent, que peuvent-ils faire pour aider leur adolescent à reprendre confiance en lui ou en elle pour une adolescente ? Il faut que le parent soit bien à l'écoute de l'adolescent, pour prêter attention au moins à deux signaux très suspects.
le repli sur soi inhabituel. Donc si l'enfant vivait tout à fait normalement et que d'un seul coup il change de comportement, il se retire du monde, il faut que le parent s'interroge. Ou alors au contraire ce qu'on appelle la fuite en avant, qui est caractérisée par une surexpressivité de l'enfant. Donc les parents doivent se rapprocher intelligemment de leur adolescent, veiller sur les adolescents sans donner le sentiment de les surveiller, parce que c'est ça qui est insupportable pour les adolescents. Donc il ne s'agit pas de souffrir plus que son adolescent ne souffre. Il ne s'agit pas de dramatiser sa condition non plus. Ce n'est pas une maladie. Il ne faut pas prendre les problèmes de son adolescent à sa place. Il faut les comprendre et accompagner leur résolution. Donc les difficultés de l'adolescence, Emmanuel, sont un cadeau de la vie. Il ne faut pas les arracher. Et la question à méditer sur cette confiance des adolescents, alors aujourd'hui, Ibrahima Giroux. Emmanuel, si on ne gagne rien à prendre son grain de riz à une fourmi, que peut-on gagner à prendre à l'adolescent ses difficultés? Et tous ces conseils et ces questions à méditer, Ibrahima Giroux, sont à retrouver dans notre série de podcasts Parents, enfants d'ici et d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement. Et n'hésitez pas aussi, vous, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, à faire connaître, à partager ces conseils. Et merci au studio à Dakar de RFI Mandincan et Full Day. À très bientôt, Ibrahima Giroux, pour d'autres conseils. Au revoir, Emmanuel. Et je vous rappelle, les voisines et les voisins, pour vous aider aussi à dialoguer avec vos adolescentes filles, le livre de Béatrice Copper-Royer et Marie Guillot, Adolescentes sur le fil, comprendre et protéger vos filles face aux dangers d'un monde qui bouge, les réseaux sociaux, les comportements à risque, les rapports au corps, à la sexualité, dans une adolescence qui commence de plus en plus tôt, parfois dès 11 ans, nous disait tout à l'heure notre invitée Béatrice Copper-Royer. Delphine de Dianou, Juliette Brault, Romain Dubrac, Didier Chéroux, c'était l'équipe qui a signé cette émission aujourd'hui, une émission que vous pouvez aussi réécouter en podcast. Et on se retrouve demain, dernier jour de la semaine pour 7 milliards de voisins. Alors demain, on parlera des pays nordiques, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande aussi, des pays qui ont des loisirs dans la nature, malgré le froid, malgré la nuit, des maisons confortables, une société plus égalitaire, une fiscalité élevée aussi, mais bien accepté par les habitants. Alors ces pays fournissent-ils vraiment les clés du bonheur? C'est la question que nous poserons à nos invités. Et si vous êtes francophone installé en Europe du Nord, appelez-nous pour témoigner, nous raconter votre vie. Et si vous êtes heureux, 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez aussi à tout moment nous contacter sur nos réseaux sociaux, via Twitter, Facebook, Instagram, 7 milliards, c'est le compte Instagram. Et puis bien sûr aussi notre adresse mail 7milliards@rfi.fr. À demain, les voisines et les voisins, même heure, même endroit, sur RFI bien sûr. « 7 milliards de voisins, c'est fini. » Tous les jours,